Chapitre 3. La réalité de la loi. Revenons maintenant à ce que j'ai dit à la fin du premier chapitre, à savoir qu'on est appelé à faire deux constatations curieuses. Premièrement, les hommes sont tentés par l'idée d'un code de conduite qu'ils doivent adopter, qu'on appelle le franc-jeu, les convenances, la morale ou la loi naturelle. Deuxièmement, en réalité, ils n'agissent pas conformément à cette loi. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'utilise le qualificatif « curieuse ». Vous pensez qu'il n'y a là rien de plus naturel. Peut-être estimez-vous que je juge trop durement la race humaine. Après tout, diriez-vous, ce que j'appelle désobéir à la loi du bien et du mal, ou à la loi naturelle, signifie simplement que les gens ne sont pas parfaits. Et pourquoi devraient-ils l'être ? Ce serait une bonne réponse si mon but était de définir dans quelle mesure nous sommes fautifs lorsque nous ne nous conduisons pas comme nous l'attendons des autres. Mais là n'est pas la question. Pour le moment, sans m'intéresser au poids de notre faute, j'essaie de découvrir la vérité. Et de ce point de vue, l'idée même que quelque chose soit imparfait ou ne soit pas ce qu'il devrait être entraîne certaines conséquences. Si vous prenez un objet, par exemple une pierre ou un arbre, il est ce qu'il est, et dire qu'il devrait être autre serait un non-sens. Certes, vous pouvez dire qu'une pierre a une mauvaise forme, si vous désirez l'utiliser comme un rocaille de jardin, ou qu'un arbre est mauvais parce qu'il ne vous donne pas tout l'ombrage désiré. Mais ce que vous voulez dire, tout bonnement, c'est que la pierre ou l'arbre ne conviennent pas à l'usage que vous voulez en faire. Et vous ne pouvez pas, sauf à titre de plaisanterie, les blâmer pour cela. Vous savez bien, étant donné le temps et le sol, que l'arbre ne pouvait être différent. Ce que nous appelons le mauvais arbre obéit pourtant aux lois de sa nature, tout autant qu'un bon arbre. Or, avez-vous remarqué comme moi ce qui en découle ? Ce que nous appelons communément les lois de la nature, par exemple la façon dont le temps influe sur la croissance des arbres, ne sont peut-être pas des lois au sens strict du terme, mais c'est juste une façon de parler. Lorsque vous dites que les pierres obéissent toujours en tombant à la loi de la pesanteur, cela ne revient-il pas à dire que la loi signifie simplement ce que les pierres font toujours ? Vous ne pensez pas vraiment que lorsqu'une pierre est lâchée dans l'air, elle se rappelle soudain à l'ordre de choir. Vous voulez seulement dire qu'en fait, elle tombe. En d'autres termes, vous ne sauriez être sûr qu'il y a quelque chose par-delà les faits eux-mêmes, quelque loi commandant ce qui doit arriver, et distincte de ce qui se produit réellement. Les lois de la nature, telles qu'elles s'appliquent aux pierres et aux arbres, décrivent seulement ce qui se passe réellement dans la nature. Mais si vous considérez maintenant la loi de la nature humaine, la règle de la bonne conduite, la question est différente. Cette loi ne signifie certainement pas ce que les hommes font, car comme dit précédemment, nombre d'entre eux n'obéissent pas du tout à cette loi, et aucun ne la respecte complètement. La loi de la pesanteur vous avertit de ce que font les pierres si vous les lâchez, mais la loi de la nature humaine vous annonce, au contraire, ce que les êtres humains devraient faire et ne font pas. Autrement dit, quand il s'agit des hommes, un autre élément intervient, au-dessus et au-delà des faits. Vous avez les faits, la conduite des hommes, et en plus un autre élément, la façon dont ils devraient se conduire. Dans les autres domaines de l'univers, les faits suffisent par eux-mêmes. Les électrons et les molécules agissent d'une certaine manière, certains résultats en découlent, et les choses s'arrêtent là, du moins au point où nous en sommes dans notre raisonnement. Les hommes, quant à eux, se conduisent d'une certaine façon, et les choses ne s'arrêtent pas là, car on sait pertinemment qu'ils devraient se conduire autrement. Cet état de fait est tellement bizarre qu'on est tenté de vouloir l'expliquer. On peut par exemple argumenter que lorsqu'un individu devrait se comporter autrement, on veut simplement dire que, comme une pierre n'a pas la forme souhaitée, les agissements de cet homme vous incommodent. C'est faux, ni plus ni moins. Un individu s'octroyant la meilleure place du compartiment parce qu'il était le premier, ou un homme profitant que je tourne le dos pour déplacer mes bagages de mon emplacement réservé, présente l'un comme l'autre un désagrément pour moi. Mais je blâme le second et non le premier. Je ne suis pas courroucé
sauf peut-être un instant avant de me ressaisir, envers un homme qui me fait trébucher par hasard. Mais je suis en colère contre celui qui essaie de me faire un croc en jambe, même sans succès. Cependant, le premier m'a causé plus de tort que le deuxième. Parfois, la conduite que je baptise mauvaise ne me gêne nullement, bien au contraire. Au cours d'une guerre, nous pouvons juger fort utile un homme qui trahit notre ennemi. Or, bien qu'on utilise ses services et qu'on le rémunère, on le considère comme une vermine humaine. Aussi, ne peut-on affirmer que la conduite baptisée correcte chez autrui soit simplement celle qui nous est utile. Quant à notre conduite correcte à nous, elle ne désigne évidemment pas celle qui nous rapporte. Elle consiste par exemple à se satisfaire de 30 € quand on aurait pu en obtenir 100, à accomplir honnêtement son devoir scolaire alors qu'on aurait très bien pu tricher, à respecter une jeune fille quoiqu'on éprouve pour elle un violent désir, à rester dans un endroit dangereux quand on préférait se mettre à l'abri, et à dire la vérité même si on passe pour un imbécile. Certains disent que même si une conduite convenable ne désigne pas celle qui profiterait à chaque individu à tout instant, elle reste l'attitude la plus bénéfique à la race humaine dans son ensemble, et par conséquent, elle n'a rien de mystérieux. Les êtres humains, après tout, ont quelque bon sens. Ils voient bien qu'on ne peut être en sécurité ni avoir un quelconque bonheur hors d'une société où chacun joue franc jeu. Et c'est grâce à cette conviction qu'ils essaient de se conduire décemment. Je suis bien d'accord que la sécurité et le bonheur ne peuvent exister que si les individus, les classes sociales et les nations sont honnêtes et droits les uns à l'égard des autres. C'est l'une des plus importantes vérités au monde. Mais ceci n'explique pas notre sentiment vis-à-vis du bien et du mal. Si je vous demande « Pourquoi ne dois-je pas être égoïste ?» et que vous répliquez « Parce que c'est profitable pour la société », je rétorque alors « Pourquoi me soucierais-je de ce qui est bon pour la société si ça ne me rapporte rien à moi personnellement ?» Vous ne pourrez que me répondre « Parce que vous devez être altruiste », ce qui ramène tout bonnement au début de la discussion. Vous dites ce qui est vrai, mais sans aller plus loin. Si un homme demandait quel est l'intérêt de jouer au football, ça ne l'avancerait guère si on lui répondait qu'il s'agit de marquer des buts. Essayer de marquer est le jeu même, non la raison d'être du jeu. Ce serait en somme affirmer que le football est le football. Vérité inutile d'être rappelée. De même, si un individu demandait à quoi sert une bonne conduite, que vaut la réplique « afin que la société en bénéficie ». Car s'efforcer de rendre service à la société ou être altruiste, société, après tout, désigne les autres hommes, est l'une des composantes de la bonne conduite, et cela revient à dire que la bonne conduite est la bonne conduite. Vous en auriez dit tout autant si vous vous étiez borné à déclarer « les hommes doivent être altruistes ». Voilà où je voulais en venir. Les hommes devraient être altruistes. Non qu'ils le soient, ou qu'ils aiment l'être, mais devraient l'être. La loi morale, ou la loi de la nature humaine, n'est pas simplement un fait relatif au comportement humain, comme la loi de la gravité l'est pour les objets. Il ne s'agit pas pour autant d'un simple produit de notre imagination, puisque cette idée ne nous quitte pas. Et la plupart des appréciations que nous portons sur les hommes seraient absurdes si elles nous quittaient. Il ne s'agit pas non plus de la façon dont nous aimerions voir les hommes se conduire à notre égard pour notre propre intérêt. Car la conduite que nous qualifions de mauvaise ou injuste n'est pas tout à fait celle qui nous incommode. Elle peut même être l'opposé. En conséquence, cette règle du bien et du mal, ou loi de la nature humaine, ou tout autre nom qu'on veut lui donner, doit, d'une façon ou d'une autre, être une réalité que nous n'avons pas fabriquée, mais qui existe en soi. Néanmoins, ce n'est pas un fait au sens habituel du terme, comme notre conduite l'est. Il nous faut admettre qu'il y a plusieurs types de réalités, et qu'il existe, dans ce cas particulier, quelque chose au-dessus et au-delà des faits ordinaires de la conduite humaine.
on ne peut plus réelle, une loi réelle qu'aucun de nous n'a élaborée, mais dont nous ressentons la pression.